Alors je sais pas si Frédéric. Je ne sais pas si c'est la fin de l'année, mais je vous trouve bien dissipé. Avant d'ouvrir notre séance, d'abord bonjour à tous, et à ceux que je n'ai pas eu le loisir de saluer. Un petit point d'information générale sur la situation épidémiologique. Vous le savez, la France, mais notre région plus particulièrement, et le monde entier, fait face à une cinquième vague de l'épidémie à coronavirus et une augmentation significative des cas et de l'incidence sur notre département et sur le territoire métropolitain a amené le gouvernement à prendre un certain nombre de mesures qui ont été annoncées lundi soir. Parmi ces mesures, certaines qu'on connaissait, l'extension des consignes vaccinales, notamment la deuxième rappel, la troisième dose de vaccin. Et ça nous a amené à adapter notre organisation sur notre centre de vaccination. Donc ça a déjà été communiqué, mais je voulais le rappeler à l'ensemble du Conseil et au public présent. Notre centre de vaccination qui était redescendu à 3 jours semaine de fonctionnement est repassé à 5 jours semaine, du mardi au samedi inclus, pour administrer évidemment cette troisième dose, mais également pour les deuxièmes et les premières doses, parce qu'on a encore un peu de travail en la matière. Il sera ouvert jusqu'au 23 décembre inclus, puis il fera une interruption pour les fêtes de fin d'année, et reprendra vraisemblablement à la rentrée pour continuer son trend, on va dire, de vaccination sur au moins encore plusieurs semaines. On n'a pas encore de terme, malheureusement, on aimerait bien avoir de la visibilité, mais en la matière, on a cessé de l'espérer. Élément important et nouveau, c'est que au-delà du centre de vaccination, aujourd'hui, les médecins de ville assurent une part significative de l'effort vaccinal et chaque citoyen peut également demander à être vacciné par son médecin de famille, par des infirmiers, par des pharmaciens qui sont habilités à le faire. Alors tous ne le font pas, mais de plus en plus s'engagent dans cet effort vaccinal, et ça va être d'autant plus important que les doses de rappel dont dispose le centre de vaccination sont désormais essentiellement, et vont l'être totalement prochainement, composées de vaccins Moderna, et que ce vaccin Moderna n'est pas adapté pour les moins de 30 ans. Donc les moins de 30 ans vont être orientés vers la médecine de ville, et c'est vrai de tous les centres de vaccination, c'est pas spécifique à Vitrolles. Ceux qui se disent qu'ils vont aller sur un autre centre de vaccination pour aller faire un rappel, ça ne marche pas non plus, parce que tous les centres de vaccination vont être équipés en Moderna. Donc les moins de 30 ans doivent être orientés vers la médecine de ville pour pouvoir bénéficier d'un rappel de vaccination. Voilà sur la question du centre de vaccination et de la vaccination en général. Autre élément important, on est en train de prendre en considération, on va dire, les nouvelles restrictions sanitaires et elles vont se déployer. Elles sont pas très fortes, il y a un protocole un peu plus serré sur la restauration scolaire, mais il est en cours de mise en œuvre. Il y a un certain nombre de manifestations, notamment des manifestations dansantes, qui elles sont annulées ou suspendues. C'est le cas notamment du repas, de la soirée de gala du comité des œuvres sociales de la ville, qui était prévu le 18 décembre et qui est annulé. C'est évidemment une contrainte, mais c'est comme ça. Par rapport au mois de janvier, on regarde aussi les événements. On avait la galette des rois des seniors qui était suivie d'un bal. On est en train de regarder si on va essayer de conserver le spectacle
de cette journée et évidemment se passer du bal à regret, mais voilà, de garder quand même des événements qui permettent de se tenir avec masque et sous contrainte du pass sanitaire. Juste pour information, ce soir, vous savez que traditionnellement nous avons un petit buffet à l'issue du conseil. Il était malheureusement commandé en amont et nous avons avec mon cabinet décidé de le maintenir, ne serait-ce que par respect pour le traiteur qui travaille pour nous, mais je vous engagerai à être vigilant sur les distances de sécurité, les distances sanitaires et autres lors de ce moment de convivialité de fin de conseil, et ne pas hésiter, même si la température est fraîche, à aller à l'extérieur. Voilà, on l'a maintenu par respect pour notre traiteur parce qu'il était trop tard pour l'annuler, mais c'est vraiment voilà, pour cette raison-là, et je vous engage du coup à être particulièrement prudent. Voilà, j'en ai terminé des informations générales. On va désormais ouvrir la séance. Donc la séance est ouverte. Monsieur Saraoui assurera le secrétariat de séance et je vais lui demander de procéder à l'appel. Merci, monsieur le maire. Gachon Loïc, Mondoloni Jean-Claude, Xurka Marilyn, Amar Daniel, Morbelli Pascal, Mersali Malik, Cuillère Nadine, Gardiol Philippe, Atta Flavia, Porte-Henri Michel, Nersessian Jean, Michel Jean-Pierre, Descloué Odette, absente, merci, Piquet Michel, Renaudin Michel, Oulier Gérard, Amouteré Bernadette, Michel Marie-Claude, Rafia Kadidja, Rosadoni Amélie, Bertho Lazani, De Souza Frédéric, Rovarino Isabelle, Chauvin Isabelle, Lénard Katia, Gesné David, Sora Didier, Manjo Julien, Caruso Julie, et Sarawi Malik, il est présent. Ferral Patrick. Aliot Xavier. Merci. Bossia Hervé. Merci. Saint-Véronique. Sanchez Philippe. Jonio Irène. Gachet Jean-Pierre. Conchicello Martine. Borelli Christian. L'appel est terminé. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Saraoui. Il convient... Alors avant, excusez-moi, j'aurais dû le faire avant, mais on va au registre des informations diverses. Aujourd'hui, premier conseil de 2 nouveaux collaborateurs importants de notre ville, 2 nouveaux directeurs généraux arrivés récemment. Dans l'ordre d'arrivée, pour être précis, Madame Jeanne Dridi qui prend la direction générale adjointe à l'enfance, sport, culture, et Monsieur Philippe Kramer qui prend la direction générale des services techniques et qui complète ainsi la haute administration de notre collectivité. Et puis, puisqu'on est au registre des informations diverses, je vais saluer Marilyn Molina, pour laquelle c'est le dernier conseil municipal et qui en assure depuis de longues années le secrétariat. Merci beaucoup Marilyn pour une retraite bien méritée. Merci beaucoup. Nous passons donc à l'approbation des procès-verbaux. On va approuver notre procès-verbal du 6 juillet. Il y avait une question de Monsieur Alliot lors du dernier conseil sur le procès-verbal de mars. Elle n'est pas encore traitée. Je vous propose qu'on adopte définitivement le procès-verbal de mars avec celui d'octobre lors de notre prochaine séance. En ce qui concerne le procès-verbal du 6 juillet, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Je vous propose de le voter à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. On passe au compte-rendu des décisions du maire. C'est ça. Compte-rendu des décisions du maire, est-ce qu'elle soulève des questions? Il n'y en a pas. Donc on passe du coup à notre ordre du jour proprement dit. En fin d'ordre du jour, comme il est de tradition, nous traiterons les questions orales. Nous en avons reçu
4 que nous traiterons évidemment après épuisement de l'ordre du jour. Point 1, commande publique, c'est le rapport traditionnel d'information du Conseil sur les décisions prises en matière de marché public. Est-ce que ça soulève des questions? Il n'y en a pas, on passe au vote. Le vote est ouvert. Monsieur Borelli, s'il vous plaît. On n'a pas enregistré votre vote. Ah, c'est défaillant. Ça y est. 34 pour, 5 abstentions. Je vous remercie. Point 2, autorisation relative aux dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif. Vous le savez, avant le vote de notre budget qui interviendra avant le 31 mars, comme il est réglementairement prévu, il convient que nous puissions engager ou poursuivre les opérations d'investissement, et pour cela, on doit donner autorisation pour que ces budgets soient engagés. Y a-t-il des questions sur cette délibération numéro 2? Il n'y en a pas, on passe au vote. Le vote est ouvert. Pour, 9 abstentions. Je vous remercie. Les points 3 et 4 sont liés puisqu'il s'agit d'une garantie d'emprunt auprès de 3F Sud sur un prêt consenti sur la gestion, l'entretien et le renouvellement de leur parc de logements sociaux sur la commune, emprunt d'ores et déjà garanti et qu'il convient de à nouveau garantir au vu de la reformatation de ces prêts. Y a-t-il des questions sur ces points 3 et 4? Pas de questions, on passe au vote, tout d'abord sur le point 3. Le vote est ouvert. Pour, 8 abstentions. Merci, et idem sur le point 4, qui est directement lié. Le vote est ouvert. Pour et 8 abstentions. Je vous remercie. Point 5, admission en non-valeur et créance éteinte, titre de recettes au budget principal. Le trésorier payeur, comme il est régulièrement, comme c'est régulièrement le cas, nous demande d'admettre en non-valeur des titres qu'il ne peut plus recouvrir. Ça n'éteint pas des poursuites éventuelles, mais en l'occurrence, il faut que nous les sortions de notre budget. Y a-t-il des questions ? Vous avez la liste des petites créances, en général inférieures à 100 € et pour quelques-unes entre 100 et 500 €. Pas de questions, on passe au vote. Le vote est ouvert. Pour 8 abstentions. Merci. Point 6. Comme chaque année, on passe nos provisions pour risque mises à jour. Est-ce que ça soulève des questions? Pas de questions, on passe au vote. Le vote est ouvert. Pour 9 abstentions. Merci. Point 7. Les avenants aux conventions de gestion relatives aux compétences transférées en 2018 à la métropole et que la ville exerce pour le compte de la métropole. Ces conventions, vraisemblablement, on peut espérer que ce soit la dernière fois qu'on les passionne pour un certain nombre de compétences. Ça dépendra du vote de la loi 3DS dans quelques semaines. Mais en attendant, pour pouvoir continuer à assurer cette compétence, il convient que nous passions ces avenants. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, on passe au vote. Le vote est ouvert.
34 pour, 5 abstentions. Merci. Point 8, tarifs publics pour l'année 2022. Allez, je vous propose une petite pause et une petite explication de M. Amar sur cette évolution des tarifs publics qui concerne pas de l'ensemble, mais un certain nombre de services municipaux. Oui, alors à l'occasion de cette délibération, nous remettons en fait à jour et nous réactualisons un petit peu quelques tarifs, notamment en ce qui concerne la direction de la vie commerçante et tout ce qui touche aux entreprises sur les terrasses. Ça représente vraiment quelque chose de très symbolique, hein, quelques centimes. L'idée, c'est vraiment de réactualiser un petit peu. Pour la deuxième, plus grand chapitre peut-être pour la vie associative, ça permet surtout de corriger un certain nombre d'anomalies qui se trouvaient dans ces tarifications, notamment des contradictions entre certaines mises en place, et ça permet de repositionner un petit peu les occupations de salles. Il faut intégrer dans cette réflexion le fait que nous ayons désormais la maison de la vie associative et que de ce fait, ça redistribue un petit peu les cartes. Voilà, monsieur le maire. Des questions, des observations? Il n'y en a pas. Je voudrais souligner deux éléments nouveaux, importants dans cette tarification qui concerne la vie associative, les maisons de la vie associative. Le premier, c'est que nous avons pris la décision de procéder à la gratuité pour l'ensemble des manifestations d'intérêt local des associations dans nos maisons de quartier. Il y avait une forme d'inéquité entre des associations bénéficiaires de créneaux qui ne payaient rien à la collectivité et des associations qui organisaient ponctuellement des événements et qui devaient s'acquitter d'un tarif pour la location, je mets entre parenthèses ou entre guillemets le terme de location, des maisons de quartier. Désormais, le principe, c'est la gratuité, sauf sur des manifestations qui ne recouvriraient manifestement pas l'intérêt général local. Par ailleurs, autre élément nouveau, mais qui est en avance de phase et sur lequel les services doivent encore travailler un règlement intérieur, c'est l'ouverture à la location aux personnes privées, aux individus, de la maison de quartier et de la frescool. C'est indiqué dans votre délibération, c'était une demande forte. Il faut absolument que nous bordions cette possibilité par un règlement intérieur précis. Là-dessus, Monsieur Gesnet, qui est excusé aujourd'hui, et la direction de la vie associative doit y travailler. Il fera vraisemblablement l'objet d'une délibération spécifique en conseil qui permettra à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, d'ouvrir à la location cette maison de quartier pour les personnes, pour les particuliers. S'il n'y a pas d'observation, on peut passer au vote. Le vote est ouvert. Pour, un contre et 4 abstentions. Très bien. Point numéro 9. Avenant à la convention de financement pour l'aide au financement du centre de vaccination. On va faire court puisque nous avons déjà voté ce point-là au dernier conseil qui concernait un remboursement de l'ARS des frais engagés pour la gestion du centre de vaccination de janvier à novembre. Et le point d'aujourd'hui concerne le mois de décembre. Et donc... on aura malheureusement besoin de repasser ce type de point l'année prochaine, mais nous en reparlerons. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, on passe au vote. Le vote est ouvert. Pour, 4 abstentions. Je vous remercie. Le point 10, protocole transactionnel avec la société Eiffage, Eiffage Construction Sud-Est. Monsieur Amar, quelques précisions. Bon, il s'agit en fait d'un protocole transactionnel avec la société Eiffage suite aux travaux concernant la médiathèque, la passerelle. Il y a des retards de travaux qui ont été
Il y a donc des retards de travaux qui ont été actés et qui ne sont pas du fait de l'entrepreneur. Donc l'entrepreneur demande à être dédommagé sur cette partie-là. Nous étions partis sur un dédommagement qui était bien plus conséquent que ce que propose aujourd'hui ce protocole d'accord. Nous vous proposons donc de valider ce protocole d'accord de façon à sortir de ce litige. Merci. Y a-t-il des questions, des observations? Monsieur Sanchez. Oui, pouvez nous expliquer les raisons de ce retard pour être au courant? Merci. Alors, c'est un dossier qui est un dossier ancien, évidemment. Il date du gros œuvre de la construction de la médiathèque La Passerelle sur les années 2015 essentiellement. C'est sur les années 2015, au tout début du chantier. Eiffage était titulaire du marché gros œuvre pour notamment la structure béton de la médiathèque et était tributaire des travaux préalables, notamment les travaux de terrassement. Ces travaux de terrassement ont pris plus de temps qu'il n'était prévu et il est difficile d'en imputer la responsabilité à quiconque. Dès lors, c'est la maîtrise d'ouvrage que la ville représente qui en assure la responsabilité. Eiffage avait chiffré, c'est écrit dans la délibération, hein, le préjudice à plus de 400 000 € si ma mémoire est bonne. Nous n'étions pas d'accord avec ce préjudice, avec l'ampleur de ce préjudice, et on était en ce qu'on appelle en phase de précontentieux. Considérant qu'il y avait néanmoins un préjudice, nous avons souhaité transiger et discuter avec Eiffage plutôt que de s'en référer au juge du tribunal administratif, parce qu'on ne sait pas très bien où les choses arrivent dans ce type de situation. Et nous avons convenu d'un accord à hauteur de 119 400 € TTC. C'est l'objet de cette délibération. On passe au vote. Le vote est ouvert. Je vous remercie. Le point 11, Conseil d'administration des établissements scolaires. Ça concerne le collège Simone de Beauvoir qui vient de passer au-delà des 600 élèves. Et dès lors, il convient que nous désignions 2 représentants de la commune au conseil d'administration du collège. 2 titulaires et 2 suppléants, là où, lors de nos séances d'installation, nous n'avions désigné qu'un titulaire et un suppléant. La proposition qui vous est faite, c'est au-delà de Madame, c'est toi qui sièges, Madame Zurka, qui siégeait comme titulaire, d'y mettre également Madame Nersessian qui siégeait comme suppléante, et de compléter l'effectif avec 2 suppléants, Monsieur Piquet et Madame Cuillière. Y a-t-il des questions ou des observations? On passe au vote. Le vote est ouvert. Monsieur Ferral, s'il vous plaît. Unanimité. Je vous remercie. Point 12, convention entre les cabinets vétérinaires, le SDIS et la ville de Vitrolles, relative aux soins aux animaux accidentés capturés sur la voie publique. Tout est dit, c'est un renouvellement de la convention. Quelques précisions, Madame Michel? Oui, comme ce n'est pas dit dans le rapport, je voulais rajouter que oui, c'est bien une reconduction de convention. Cependant, elle est passée cette fois-ci avec les 3 vétérinaires de Vitrolles. Et je voulais préciser que c'est un plus pour la protection animale parce que lorsque il y a un chat dans la rue qui est blessé et qu'on appelle les pompiers pour venir le récupérer, les pompiers
vont au vétérinaire le plus proche pour que c'est l'animal, que ce soit un chat ou un chien, et les premiers soins. Et que nous avons les frais sont payés par la ville à la hauteur de 300 €. Donc c'est quand même une belle chose, parce que ça se fait pas dans toutes les villes. Alors bien sûr, si le propriétaire est retrouvé, ce chat ou le chien est pucé, bien sûr on se retourne contre le propriétaire, c'est normal. Simplement des fois, malheureusement, et on le sait, les animaux ne sont pas pucés. Donc voilà, on ne les laisse pas tomber quand même, on les soigne. C'est pour ajouter ça. Merci, Madame Michel. On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 13 concerne les indemnités de fonctionnement des membres du conseil municipal. Le tableau est rigoureusement identique au tableau précédent, mais nous devons le délibérer pour l'année 2022. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas, on passe au vote. Le vote est ouvert. Pour 9 abstentions. Merci. Le point 14 concerne l'allocation de vétérance aux anciens pompiers volontaires. Cette allocation est fixée à 363,16 €. Elle a été revalorisée récemment, mais c'est une petite somme. Elle concerne très peu d'agents et il convient que nous délibérions pour pouvoir la verser aux anciens pompiers volontaires. Des questions? On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 15, c'est une dérogation aux travaux réglementés en vue d'accueillir des jeunes mineurs âgés de plus de 15 ans et de moins de 18 en formation professionnelle. Pour faire simple, ce sont nos alternants et nous en avons, ou nos apprentis, nous en avons beaucoup, notamment aux espaces verts. Et nous demandons une dérogation et le Conseil doit délibérer pour leur permettre d'utiliser des broussailleuses, tondeuses et autres outils à moteur qui leur sont interdits si nous ne demandons pas cette dérogation. Y a-t-il des observations, des questions? On passe au vote. Le vote est ouvert. Pour, 4 abstentions. Je vous remercie. Le point 16 concerne le personnel communal, temps de travail et cycle de travail. Et là, peut-être que ça mérite un petit éclaircissement, en tout cas un petit commentaire de M. De Souza. Merci, Monsieur le maire. Alors, tout d'abord, c'est un travail qui a donné lieu à de nombreuses réunions de concertation, d'échanges avec l'ensemble des administrations et des représentants du personnel. Tout cela s'est fait donc durant presque une année. Je tiens à remercier également le service paye parce que, effectivement, une fois le vote de ce soir, ils auront un énorme travail par la suite, j'irai en termes de saisie informatique pour caler tous les agents sur leur nouveau choix. Et cela va demander beaucoup de travail de préparation pour que cela puisse être mis en place à partir du 1er janvier. En ce qui concerne donc le dossier proprement dit, donc c'est juste une régularisation par rapport à la loi de 2019 qui demande de revenir sur la loi Aubry des 35 heures et que toutes les administrations puissent se recaler sur les 1607 heures obligatoires qui concernait donc cette loi-là. Le choix que nous avons fait au niveau de la municipalité et du groupe majoritaire, c'est effectivement, de respecter la loi, qu'on soit ou pas d'accord avec celle-ci. Une fois qu'elle est votée, donc notre pacte républicain nous oblige effectivement de la mettre en place. Et deuxième chose aussi, c'est que en discutant avec l'ensemble du personnel, c'est de considérer que il y ait le moins d'atteinte possible dans ce changement de régime à effectivement les droits et les acquis qu'ils avaient précédemment, tout en étant dans le cadre des 1607 heures.
Ensuite, pour le détail du contenu, vous avez l'ensemble des protocoles avec les dispositifs inhérents à chaque cas particulier, que ce soit en termes de service ou de cycle horaire, et les propositions qui seront données aux agents quant au choix qu'ils auront à choisir dans ces cadres-là avec les services pour la continuité de celui-ci. Merci, Monsieur de Souza. Y a-t-il des questions ou des observations? Et il n'y en a pas. Alors, comment? Madame Sahin. C'est juste pour vous signaler qu'on se rangera à l'avis du collège employé et des représentants syndicaux émis lors du comité technique du 25 novembre dernier. Et pour ce faire, on votera contre. Très bien. C'est facile. C'est très facile. On est face à un sujet éminemment complexe et sur lequel il est important de compléter l'information du Conseil. Il se trouve que la ville de Vitrolles a unilatéralement décidé, et elle en avait le droit, de passer aux 35 heures en 1983. Et qu'elle a, pour ce faire, organisé son protocole temps de travail de manière totalement autonome, qui était à l'époque parfaitement légale et réglementaire. En 2001, la loi Aubry sur les 35 heures est venue préciser que les collectivités étaient aussi concernées et que pour les collectivités, les 35 heures hebdomadaires devaient s'entendre comme 1607 heures de travail annuel. Beaucoup de collectivités, à l'époque, ont fait le travail de passer d'un régime de 39 heures au régime des 1607 heures. Pour les communes, pour les collectivités, qui étaient déjà sur un cycle de travail inférieur, elles ont considéré, je pense parfois un peu par facilité, qu'elles n'étaient pas concernées et qu'elles pouvaient continuer à faire ce qu'elles avaient toujours fait. Et c'est ce qui a été fait à Vitrolles en 2001. Le temps a passé et la loi de 2019 est venue faire un peu comme une loi balai, une loi râteau, rappeler à toutes les collectivités leurs obligations en la matière sur un principe simple qui est le principe d'égalité entre les différentes fonctions publiques, entre les différentes fonctions publiques et entre les différentes collectivités de la fonction publique territoriale, afin que toutes les collectivités émargent au même quotité de temps, c'est-à-dire 1607 heures annuelles. Et demandant aux collectivités de revoir leur cycle de travail, et ça fait beaucoup parler dans la presse, notamment à Marseille, vous vous en souvenez, ça a valu une grève des éboueurs il n'y a pas très longtemps, pour que les choses soient mises au clair pour tout le monde. Nous avons à Vitrolles engagé une discussion extrêmement complète avec dans l'ensemble des métiers pratiqués dans la collectivité, l'ensemble des organisations syndicales, nous amenant à faire une proposition organisationnelle du temps de travail que le comité technique paritaire n'a pas remise en cause. Le comité technique qui s'est exprimé exprime un désaccord sur la loi, libre aux organisations syndicales d'être en désaccord avec la loi, mais il ne nous appartient pas en tant que collectivité, il ne nous est pas possible d'être en contravention, en contradiction avec la loi. Deuxième élément, les syndicats, les représentants du personnel demandaient des contreparties. Et c'est sur peut-être le caractère limité des contreparties qu'ils ont voté contre. Ces contreparties sont pour beaucoup des choses, elles sont de toute façon des choses qui ne peuvent pas s'inscrire dans le temps de travail, puisque rien ne nous permettrait de déroger aux 1607 heures annuelles. Et donc les contreparties qui sont demandées par les organisations syndicales sont des choses qui pour certaines sont déjà inscrites, jugées parfois insuffisantes, mais les valorisations de médailles du travail par exemple, ou la prise en compte d'un volet social plus important qui est déjà très solide à la ville de Vitrolles.
et qui de toute façon ne font pas partie de ce protocole et ne sauraient en faire partie. Alors, si je comprends la tactique hein, d'enfourcher la position syndicale et de la suivre, et de voter contre en conseil, très bien, faites comme bon vous semble, mais elle dénote tout de même une forme d'irresponsabilité en tant qu'organe responsable à la fois des deniers publics et de l'organisation de la collectivité et du respect des lois de la République. On passe au vote. Le vote est ouvert. Madame Bertolaz, s'il vous plaît. 35 pour, 2 contre et 2 abstentions. Je vous remercie. Le point 17 est un point tout à fait classique de transformation de postes statutaires. Vous vous rappelez qu'on crée, on modifie des postes tout au long, et puis là on a tout au long de l'année, et là on a la délibération balai où on a beaucoup de suppression de postes. Ce sont les postes qui dont les services n'ont plus besoin et que nous fermons. Des questions? On passe au vote. Le vote est ouvert. Monsieur Gardiol, s'il vous plaît. 30 pour et 9 abstentions. Merci. Le point 18. Convention d'adhésion au pôle santé, médecine professionnelle et préventive et prévention et sécurité au travail auprès du CDG, du Centre de gestion des Bouches-du-Rhône. On a déjà passé une délibération, on va dire qu'elle était exploratoire à ce stade avec le CDG. Là, on rentre dans une logique de prestation complète, à la fois sur l'accompagnement de nos agents chargés de la prévention, nos ACFI, et sur la médecine du travail, qui sera opérationnelle dès le début d'année prochaine. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, on passe au vote. Le vote est ouvert. Pour une abstention. Très bien, merci. La 19, c'est une convention cadre avec le comité des œuvres sociales de la ville de Vitrolles qui vise à la fois les modalités de travail et la subvention que nous allouons à ce COS. Y a-t-il des questions pour Monsieur de Souza? On passe au vote. Le vote est ouvert. Pour 4 abstentions. Je vous remercie. Le point 20 concerne l'appel à projet pour la gestion associative de la patinoire. Il est proposé dans cette délibération, après un appel à projet, de l'affecter au collectif Solidarité Téléthon qui percevra les recettes au nom du Téléthon. Et on vous demande d'approuver. Je précise que M. Porte, au vu de ses fonctions dans le collectif Solidarité Téléthon, ne participera pas à ce vote. Y a-t-il des questions, des observations? On passe au vote. Le vote est ouvert. Pour, 4 contre. Qui a voté contre? C'est trompé de bouton. C'est pour le moins étrange. Si quelqu'un a des propos... Ah, je veux bien une justification, oui. Le micro pour Mme Sahin, s'il vous plaît. Notre position contre, elle se justifie tout simplement par rapport aux animaux dans le cadre du Téléthon. Donc, tout simplement. Il y a les laboratoires... Si ça fait rire certaines personnes, moi ça me fait absolument pas rire. Ça fait pas rire, non. Ces animaux, ce sont en particulier des beagles ou des
rivers qui sont complètement condamnés dans des conditions atroces pour juste au nom du Téléthon et de la recherche, alors qu'il y a des alternatives. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons voté contre. Très bien. Je vous laisse le loisir de vos propos. Il y a quelque chose d'un tout petit peu décalé par rapport au sujet que nous traitons, mais c'est pas grave, on a entendu. On passe au point 21. Convention de mise à disposition de la salle Guillaume à titre gracieux à Vitropole Entreprendre pour la cérémonie des vœux 2022 des acteurs économiques, si elle a lieu. Des observations? On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 22, il s'agit d'avance pour les associations subventionnées à 23 000 € ou plus. Vous avez la liste, ces avances de subventions traditionnelles. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Michel répondra, ou Madame Nersessian, selon les questions qui se posent. Pas de questions? On passe au vote. Le vote est ouvert. Pour 5 abstentions. Je vous remercie. Le point 23, vente AFL commune de Vitrolles concernant un local au rez-de-chaussée du lot 13 dans le quartier des Pins. Ça va demander un peu de précision de la part de Madame Morbelli tout d'abord et peut-être de Monsieur Porte pour compléter. Merci. Ce dossier d'achat et du lot 13 se situe sur le quartier des Pins. Ça fait partie d'un axe de travail qu'on a élaboré depuis à peu près une dizaine d'années. Le temps de la construction du bâtiment, en tout cas de tout le travail technique, plus la construction. Donc cet espace est dédié, ça fait longtemps qu'on y pensait, sur un espace santé. Donc il est important pour nous de travailler sur la communauté santé soignant sur le territoire de Vitrolles et de faire en sorte que l'ensemble de ce territoire soit couvert par les besoins de santé de l'ensemble de nos habitants. Donc voilà le projet, on est fort content de le voir aboutir. C'est une somme d'argent, c'est vrai, 470 000 €, mais à l'heure où on est pris par le Covid, on se rend bien compte de la nécessité de ce travail et d'une cohérence avec l'ensemble des soignants. Je te laisse prendre la parole, mon cher collègue, sur cette dynamique que tu connais encore mieux que moi. Merci. Oui, cette délibération concerne effectivement le futur maison, on n'a pas encore donné de nom, mais enfin maison médicale de santé au niveau des Pins. Une enquête a été faite pour savoir quels étaient les besoins en médecins, donc en médecins avec certaines spécialités qui étaient absentes du territoire, comme les psychiatres, les endocrinologues. Il y a un moment donné, il y avait un problème avec les cardios, mais enfin il a été résolu. Et puis plusieurs spécialités paramédicales, comme l'orthophonie et les soins en psychologie et en psychiatrie. Il y a à côté de ça, bien sûr, 2 médecins qui étaient dans ce quartier-là qui ont pris leur retraite, qui ont arrêté leur fonction. Et c'est vrai que les gens du quartier sont assez demandeurs d'avoir des médecins de proximité, d'autant plus que la population médicale commence à diminuer du fait qu'il y en a plusieurs qui prennent en retraite. Donc il y a peut-être un besoin d'installer d'une certaine façon donc des médecins dans ce local, qui servira aussi, bien sûr, à travailler sur l'éducation sanitaire de la population et travailler en matière de prévention. Et donc ce local sera peut-être mis à disposition donc d'un organisme général qui pourra gérer donc l'organisation des soins avec donc des permanences de médecins ou de médecins spécialisés qui pourraient venir faire des consultations ponctuelles dans ce lieu en réponse aux demandes de la population. Y a-t-il des questions, des observations? Manifestez-vous, parce que si vous avez appuyé sur un bouton, je ne le vois pas, il est dans mon dos. Non, il n'y en a pas. Peut-être un élément de précision complémentaire. La ville est désormais dotée d'une stratégie locale de santé publique
qui a été présenté récemment en comité de pilotage face à l'ARS. Alors cette stratégie locale de santé publique est d'abord appuyée ou basée sur les quartiers politiques de la ville, mais elle s'étend bien au-delà et concerne l'intégralité de la ville. Le diagnostic qu'il a sous-tend fait apparaître ce que nous savions déjà, mais le fait apparaître de manière très palpable, l'évolution des professions médicales sur le territoire, avec ce que disait M. Porte sur le départ en retraite de praticiens qui avaient une patientèle extrêmement large et qui sont remplacés souvent par des praticiens qui ont des temps on va dire des temps de travail un peu plus réduits, et c'est tout à fait légitime, très sincèrement, pour concilier vie professionnelle et vie familiale, et donc un déficit en praticiens, notamment en médecine générale, mais également sur des spécialités très défaillantes sur Vitrolles. Par ailleurs, la santé des vitrolais n'est globalement pas très bonne. Les facteurs de risque sont multiples. Le diabète a une prévalence plus importante à Vitrolles que dans la population générale au niveau départemental, qui elle-même est au-delà de la prévalence au niveau national. Les addictions sont aussi plus marquées. Les problématiques psychologiques et psychiatriques sont également un peu plus présentes qu'elles ne le sont en moyenne au niveau départemental, ce qui conduit ce plan local de santé publique à positionner un certain nombre de besoins et de projets. Et parmi ces besoins et ces projets, la maison de santé qui s'ouvrira dans ce local situé en face de la médiathèque La Passerelle permettra d'en traiter une bonne partie en partenariat, et c'est très important de bien l'enregistrer, en partenariat très étroit et quotidien avec les professions médicales, les professions de santé de Vitrolles. Il ne s'agit pas de faire là quelque chose à leur place ou dans leur dos, mais de construire avec eux un projet qui serve le territoire, qui serve la santé des Vitrolais. Voilà, quelques petites précisions, et je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 24 est aussi un point important. Signature de la nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. Cette stratégie a été présentée là aussi en comité de pilotage en présence du préfet de police, et des commissaires divisionnaires et commissaires de Vitrolles, du procureur de la République, du sous-préfet d'Istres et de l'ensemble du partenariat, des partenaires impliqués dans la gestion de la sécurité et de la prévention de la délinquance sur le territoire de Vitrolles il y a quelques jours, quelques semaines. Nous devons délibérer aujourd'hui pour m'autoriser à signer cette convention qui prévoit l'articulation des différents services et les différentes perspectives d'action, fiches actions, qui vont gouverner notre stratégie en termes de sécurité et de prévention de la délinquance sur les prochaines années. Monsieur Amar, quelques précisions. Concernant par exemple la sécurité ? Par exemple, ou alors on laisse venir les questions et on répondra aux questions. Oui. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Pas de questions. Voilà. C'est déjà les vacances. Monsieur Amar, apportez quand même quelques éléments pour éclairer le Conseil sur cette délibération qui est pour le moins stratégique. Et effectivement, donc la prévention, c'est effectivement une démarche essentielle dans ce que nous menons au niveau de la sécurité. Moi, ce que je peux vous apporter comme élément, ce sont quelques résultats chiffrés sur tout ce qui touche à la délinquance, et n'en déplaise à certains, nous sommes sur une tendance à la baisse sur tous les items qui concernent la sécurité. De 2017 à 2019, on est sur une baisse entre 8 et 12% selon les items. Nous avions connu un événement cambriolage un petit peu plus important en 2018 qui a été largement résorbé depuis, et on est sur une baisse régulière
tendancielle de cet item à hauteur entre 6 et 8% également. Un sujet quand même qui reste sensible et sur lequel il faut que nous ayons vraiment qu'on porte toute notre attention concerne les violences domestiques qui ont explosé en 2020 et pour cause Covid est là. Alors, pour ce qui concerne ces tendances, d'abord je dirais que c'est une tendance générale qui ne concerne pas que Vitrolles, mais sur l'ensemble de la circonscription policière. C'est une tendance qui se vérifie pratiquement de partout, avec aussi effectivement la Covid qui est venue fausser les chiffres en quelque sorte, excusez-moi cette expression, mais en tout cas c'est la réalité, et avec un petit rebond en 2021, mais qu'on ne peut pas pour l'instant, comment dirais-je, quantifier de façon précise, il demande à être consolidé, on n'a pas encore les chiffres réels. Sur cette tendance, j'ai envie de dire que c'est pratiquement logique, compte tenu des efforts qui sont consentis par la municipalité en termes de moyens qui sont mis à la disposition de nos agents de la police municipale, que ce soit la vidéosurveillance, puisqu'on déploie depuis quelques années un dispositif qui atteint pratiquement 140 caméras, qui fonctionnent toutes. Je le précise avant qu'on me pose la question, elles fonctionnent toutes, les 140 caméras, plus des caméras mobiles pour pouvoir être au plus près éventuellement de problèmes qui pourraient surgir. Équipement également des agents de la police municipale, puisque nous avons même anticipé les caméras piétons et qu'ils sont à 50% aujourd'hui pratiquement équipés de ces caméras. Et on sait que le fait d'avoir ces caméras font tout de suite tomber la pression lorsqu'il y a un contrôle. Il y a un certain nombre de dispositifs aussi qui ont permis de travailler sur la problématique des cambriolages, notamment pendant les vacances. On signale à la police municipale l'absence et la police municipale fait des rondes régulières et justifie de ces passages. Voilà, globalement, la tendance générale actuelle, la tendance sur Vitrolles. On reste quand même vigilant, on reste quand même très vigilant parce que après l'accalmie 2020, le rebond 2021, comme je vous l'ai dit, demande à être vérifié, à être acté, mais voilà, ça demande une vigilance accrue et notamment sur ce que je vous disais tout à l'heure, les violences domestiques qui ont littéralement explosé. Je voudrais profiter de l'occasion, monsieur le maire, si vous le permettez, pour adresser tous nos remerciements et toutes nos félicitations à la police municipale qui fait un travail exemplaire dans des conditions parfois difficiles, mais c'est un peu le métier qui le veut, mais aussi avec une volonté d'aller vers la discussion, vers la proximité, vers le consensus plutôt que vers la répression. Et on en a des bons retours, croyez-moi, à l'heure actuelle, notre police municipale est plutôt bien portée par la population. Je vous remercie. Merci Monsieur Amar. Monsieur Sanchez, on vous a réveillé peut-être. Monsieur Ferrad aussi. Oui, j'attendais d'abord que Monsieur Amar développe les chiffres, les tendances, les graphiques, voilà, sur la sécurité. Par contre, je constate, c'est pas moi qui constate, il y a monsieur, vous savez, vous connaissez le docteur Zemmour, l'ancien docteur Zemmour qui habite aux Arcades, il s'est fait bousculer par une moto et il s'est fait agresser suite à ça parce qu'il a osé dire, monsieur, c'est une rue piétonne dans les Arcades. Donc, il y a cet exemple, c'était il y a 2 jours. Il y a également les restaurateurs qui se trouvent aux Arcades, qui se plaignent des motos, des cyclos qui roulent avec souvent des petits jeunes sans casque, etc., qui roulent dans les zones piétonnes. C'est bruyant, c'est dangereux. Que comptez-vous faire, par exemple, pour ce point-là? Est-ce que vous comptez intervenir ou laisser comme ça? Très bien. Vous avez fini votre question, monsieur Sanchez? Oui. D'accord. Donc, on parle de la sécurité à l'échelle de la ville et vous nous parlez de ce sujet-là. Il est important, indiscutablement. Mais, ok. Il n'y a pas d'autres sujets.
Pour l'instant, non. Il y a pas... Oui, mais enfin, on n'est pas à discussion du café du commerce. Vous avez une discussion, Ah, vous avez une intervention. Vous avez une intervention où vous n'en avez pas. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser toutes. Il n'est pas certain que vous ayez sur ce point encore à nouveau la parole lors de ce conseil. Donc, si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser. Terminé. Une question. Vous avez terminé. Répondez-moi. Très bien. Monsieur Ferral, je crois que c'est vous qui avez levé la main. Oui, bonjour à tous. Ma seule question que j'avais à poser, c'est vous avez des fiches actions. On verra peut-être probablement plus tard de quoi elles sont composées. Par contre, il y a une fiche action que j'aurais souhaité qu'il soit apportée. C'était par rapport à la propreté et les dépôts sauvages qu'il y a autour de la ville. Très bien. Alors, juste vos deux interventions, très clairement, je pense qu'il faudrait qu'on les enregistre et qu'on se repasse les interventions sur les questions de sécurité il y a 5, 6 ou 8 ans. C'est assez étonnant. Et c'est aussi étonnant quand, et je pense à vous, Monsieur Sanchez, vous entonnez dans vos différents documents de campagne le créneau de l'insécurité totale sur le territoire, de l'impunité totale. S'il y a un jour où il convient de traiter ces questions, de poser les questions au Conseil, de nous demander des comptes sur ces sujets, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est à l'ordre du jour, et la stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance, nous la votons aujourd'hui. Et deux sujets, certes importants, hein, mais deux sujets qui nous sont posés sur la table. Le comportement des cyclomoteurs et des chauffeurs de cyclomoteurs dans le centre-ville, qui ne sont pas casqués et qui sillonnent une zone piétonne. OK. Et la propreté des dépôts sauvages. On va répondre à vos questions. Elles sont importantes. Mais entendez bien que sur une stratégie globale de prévention de la délinquance et de la sécurité à Vitrolles, si c'est ça nos sujets clés, globalement, ça va plutôt pas mal. Pourtant, je vais y revenir, Monsieur Sanchez. Vous avez passé votre tour, je suis désolé. Mais que ne le dites-vous quand vous avez la parole? Il est facile d'ergoter ensuite parce que ce que je vous dis ne vous convient pas ou ce que je dis ne vous convient pas, mais vous n'avez aucun argument pour le développer lorsque vous avez le micro ouvert. Donc ça n'est pas une intervention responsable. Je continue, mais ça viendra. Je continue néanmoins sur le sujet de la stratégie. En fait, il y a deux points, et je ne voudrais pas qu'on focalise sur les sujets qui posent question à l'opposition. Il y a deux points qui sont des points saillants, émergents, et qui nous inquiètent, et sur lesquels on veut être particulièrement vigilant. Le premier point, c'est l'augmentation des violences. Et là, ça fait écho à ce que vous disiez, Monsieur Sanchez, c'est-à-dire que dans les faits que vous constatez, le plus gênant et le plus problématique, c'est la réaction du conducteur du cyclomoteur qui, légitimement rabroué par un passant, quel qu'il soit, ou par un citoyen quel qu'il soit, se retourne contre lui. Et cet acte de violence, dont nos policiers sont parfois victimes, souvent victimes, qui touche un peu toute la population, et qui est particulièrement marqué au sein des familles, dans ce qu'on appelle les violences intrafamiliales, est un élément qui a une dynamique forte partout en France et à Vitrolles. Et sur cet aspect-là, nous devons mettre en place un certain nombre de nouveaux dispositifs, à la fois pour accompagner les victimes de ces violences, pour qu'elles soient prises en charge, prises en compte, qu'elles soient accompagnées à leur juste niveau et dans leur situation de victime, et pouvoir, dès le plus jeune âge, inculquer d'autres méthodes que la violence pour régler les conflits.
Ça nécessite un travail auprès de l'éducation, et c'est d'ailleurs l'objet d'une des fiches actions, un travail en partenariat avec tous les acteurs de la médiation et de la prévention, et une judiciarisation plus forte des actes de violence, y compris d'ailleurs un autre élément qui est particulièrement marquant et qui pose problème au collège en particulier, c'est les violences sur les réseaux sociaux qui ont un impact et qui se traduisent bien souvent par des conflits ouverts, voire des conflits à violence physique aux abords des collèges, moins souvent des lycées, mais ça arrive tout de même, qui se traduisent par des situations de harcèlement. Donc toutes ces situations-là sont des situations qui sont problématiques, aiguës et prioritaires à traiter. Donc là-dessus, il y a tout un tas d'actions qui sont clairement orientées sur la question de la violence et des situations violentes. L'autre question, qui est une question de fond et sur laquelle nous sommes mobilisés, et qui fait l'objet aussi d'une fiche action, c'est la prévention des radicalisations djihadistes. Alors le terme est un petit peu générique, mais pour autant c'est bien de ça qu'il s'agit, avec la mise en place le développement à travers la cellule municipale d'échange sur la radicalisation d'un réseau des acteurs pour pouvoir former les acteurs, et notamment les acteurs éducatifs, pour détecter les signaux faibles, ce qui s'appelle maintenant les signaux faibles, et avoir des automatismes de signalement en lien avec les autorités compétentes de l'État, et notamment le renseignement territorial. Donc ces deux aspects-là sont des éléments nouveaux de notre stratégie, un élément qui existait sur les violences, mais qui doit se renforcer considérablement au vu de la situation, et l'autre élément est un élément nouveau qui faisait l'objet d'actions isolées et qui était apparu depuis la dernière stratégie, et qui se précise lors de celle-là. Sur vos questions connexes, Monsieur Ferral, la question de la propreté des dépôts sauvages n'est pas retenue par le partenariat comme étant un élément majeur de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est pourtant un vrai problème sur lequel la ville est complètement mobilisée, mais cette stratégie partenariale ne saurait prendre en charge des compétences qui sont strictement celles du maire. Et en l'occurrence, la question de dépôt d'encombrants et de la propreté relève seulement de la police du maire et d'une action de la collectivité, je parle des collectivités au sens ville et métropole, et donc il n'y a pas de possibilité d'inscrire ce thème-là dans la stratégie territoriale de prévention de la délinquance et de sécurité, ni à Vitrolles, ni ailleurs. Il s'agit d'une stratégie qui est orientée sur la délinquance de proximité, les atteintes aux biens et aux personnes, éventuellement d'autres éléments de sécurité comme... mais en tout cas de ce qu'on a en commun. Par exemple, vous n'aurez pas une ligne dans la stratégie sur le trafic de stupéfiants ou la police des mœurs, parce que c'est une compétence exclusive de la police nationale et que la stratégie est censée être positionnée sur les choses que nous partageons. Voilà pourquoi il n'y a pas d'élément là-dessus, même si ça reste une priorité d'action pour notre ville et notre municipalité en partenariat avec la métropole. Sur la question de la tranquillité publique du centre-ville, puisque c'est celle-là que vous posez, monsieur Sanchez, elle relève évidemment de problématiques de médiation et de surveillance sur lesquelles nous avons poussé les curseurs et où nous avons sensibilisé nos agents. Mais elle relève aussi d'une problématique d'aménagement plus général pour que ce site du centre-ville soit moins favorable et moins perméable au trafic en cyclomoteur et plus favorable à la circulation des piétons. Mais là aussi, l'aménagement ne fait pas partie des éléments de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. Voilà pour les éléments de réponse à vos différentes questions. Et puisque c'est... on passe au vote. Le vote est ouvert. Je vous remercie. Point 25.
Avenant à la convention 1921 sur le projet éducatif territorial et le plan mercredi. Pour faire simple, on arrive au bout des dispositifs partenariaux avec la CAF. Un autre dispositif, la caisse d'allocation familiale. Un autre dispositif doit émerger vraisemblablement dans le courant de l'année 2022 pour couvrir le temps entre cet ancien dispositif et le nouveau. Il nous faut procéder à un avenant et c'est ce qu'on vous propose de délibérer. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Le vote est ouvert. Madame Morbelli, s'il vous plaît. Unanimité. Je vous remercie. Le 26, c'est le renouvellement d'une convention avec les Petits Chaperons Rouges. C'est la crèche privée du secteur de Couperigne. Vous avez le détail. Elle prévoit la possibilité pour nous d'être réservataires de 4 berceaux sur cette crèche de Couperigne. Y a-t-il des questions ou des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Madame Michel, s'il vous plaît. Unanimité. Merci. Le point 27, c'est un point culturel, une convention avec le théâtre Massalia pour le festival Henri Bambel qui concerne la programmation d'un spectacle. Y a-t-il des questions pour Mme Nersessian? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Monsieur Porte, s'il vous plaît. Sinon, la rangée est dissipée, là. Unanimité. Je vous remercie. Le point 28, convention avec le Village 42 SAS pour le Festival Jardin Sonore 5e édition. Avant de vous demander s'il y a des questions, j'ai demandé à Mme Nersessian de nous apporter quelques éléments tout chauds de la programmation de cette 5e édition de Jardin Sonore. Voilà, donc c'est un pur plaisir de vous annoncer un peu la programmation de cet été, avec des têtes d'affiches un peu extraordinaires pour Vitrolles, et on en est vraiment satisfait. Aurel Sam, je ne vais pas tous vous les citer, je vais vous citer les plus marquants. Francis Cabrel, Loane et Toto. Voilà, donc je pense que c'est un super programme et qu'on va passer un été très extraordinaire. Merci bien. 21 et 24 juillet 2022 sur le site de Font-Blanche exclusivement. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 29, convention avec la coopérative interne-externe pour le festival Avec le Temps et pour l'accueil de l'Impératrice le 4 mars prochain à la salle Obino. Des questions pour Mme Nersessian? On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 30, convention d'occupation précaire du Stadium avec le Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence pour 2022. Bah, écoutez, on va avoir un été chargé puisque là, je vais juste vous donner 2-3 petites informations. On a déjà voté des éléments relatifs à cet événement. Je vous en avais parlé. Les choses se précisent. Les spectacles auront lieu au mois de juillet. On sait, il est officiel désormais, que le spectacle, c'est un spectacle qui s'appelle Résurrection, qui est appuyé sur la musique de Gustave Mahler. Je crois que c'est la 7e de Mahler, et qu'il est mis en scène par Romeo Castellucci, qui est un immense metteur en scène. Voilà, donc les choses se précisent avec le soutien de l'État et de la région à minima, et on ne désespère pas d'avoir d'autres soutiens financiers pour cette manifestation, au-delà des soutiens qui vont vers le Festival d'art lyrique. Des questions?
Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 31, je ne pense pas qu'il soulève de questions particulières, puisqu'il s'agit d'une demande de subvention à la DRAC pour le partenariat entre le Cinéma des Lumières et le lycée Pierre Mendès France pour la spécialité cinéma sur l'année scolaire 21-22. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Le point 32, c'est le renouvellement d'une adhésion à l'association des villes éducatrices. Est-ce qu'il y a des questions pour Madame Cuillère? Il n'y en a pas. On passe au vote. Ça coûte 375 € par an. Le vote est ouvert. Même ça, s'il vous plaît. Unanimité. Je vous remercie. Le point 33, il s'agit d'accueillir le concert de Noël du département le 21 décembre à la salle Obino. C'est un spectacle des Noël du répertoire américain. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Avec passe sanitaire, on passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. Et enfin, le point 34, c'est l'adhésion à un groupement de commandes pour la réalisation d'un plan de gestion pour le plateau de Vitrolles. Et puis, comme on a du temps, on va laisser la parole à Monsieur Gardiol pour nous raconter de quoi il retourne et pourquoi on en passe par un groupement de commandes. Vous avez 20 minutes, Monsieur Gardiol. Donc, au début, en 1964... Non, donc rapidement. Le plateau, dans sa globalité, le plateau de l'Arbois, est, on va dire, géré par deux dispositifs. Un plan de massif qui est animé par la métropole et qui est en cours de réactualisation, on devrait avoir les conclusions dans le courant de l'année 2022. Et un plan d'aménagement forestier qui est animé par l'ONF et qui est lui aussi en cours de réactualisation. La particularité de ces deux dispositifs, c'est qu'ils s'appliquent à l'ensemble du plateau, avec donc un territoire, un espace extrêmement grand et des caractéristiques extrêmement variées. C'est pourquoi on a souhaité en lien avec ces deux opérations, on a souhaité travailler sur un plan de gestion qui s'attachera à prendre en compte les spécificités du territoire communal et notamment autour des terrains public, du CCAS, de la ville et du conservatoire du littoral. Notre objectif est donc de définir un point de vue vitrolé, je dirais, sur le fonctionnement de cet espace, à partir d'un certain nombre de thématiques, dont la première et la priorité sera la lutte contre l'incendie, pour des raisons qu'il n'est pas utile de préciser. Ensuite, on a une thématique accueil, appropriation et accessibilité, une thématique liée à la mise en valeur paysagère, à la mise en valeur de la faune et de la flore, à la valorisation patrimoniale et à l'agriculture. Alors, il n'est pas question de développer évidemment de grandes activités agricoles sur le plateau, c'est juste que c'est une dimension sur laquelle on peut réfléchir, ne serait-ce que dans le cadre, par exemple, de coupe-feu ou de petites opérations ponctuelles. Et ça, on ajoutera aussi la thématique de la présence de l'eau, sachant qu'il peut y avoir une demande notamment sur des petites opérations agricoles, mais qu'en même temps, c'est une ressource qui, avec le réchauffement climatique, est appelée à se raréfier, ou en tout cas, on va être obligé de l'économiser fortement. Donc c'est une thématique qu'on a rajoutée pour prendre en compte les effets du réchauffement climatique. Voilà, sur le plan purement administratif, nous devons constituer, avec le Conservatoire du littoral, ce fameux groupement de commandes qui va permettre à la ville et au conservatoire de s'associer pour rédiger conjointement le dit plan de gestion et accessoirement, enfin c'est pas accessoirement, et en plus pouvoir recruter ensemble une assistance à maîtrise d'ouvrage, pour faire court, un professionnel qui nous aidera à rédiger le document. Donc la délibération de ce soir vise à approuver la convention qui entérine la constitution de ce groupement entre la ville et le conservatoire du littoral,
et qui précise les règles qui définissent son fonctionnement. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous souhaitez simplement manifester votre satisfaction, n'hésitez pas. Je vous en prie. Je vous en prie. Des questions? Il n'y en a pas. On passe au vote. Le vote est ouvert. Unanimité. Je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé. On passe aux questions orales. Et la première nous est posée par Monsieur Borelli. Oui, bonsoir. Vous multipliez les visites de quartier avec vos élus et directeurs de service. À cette occasion, vous leur demandez de prendre note des observations et des doléances de vos administrés qui font l'effort de venir à votre rencontre. À notre connaissance, aucun retour n'est fait aux habitants concernés. Ma question, pourquoi ne publiez-vous pas les résultats des travaux d'aménagement, modifications qui ont été réalisés ou pas à la suite des visites de quartier? Vous avez un site internet de la ville de Vitrolles qui demanderait à être plus moderne et peut-être plus accueillant, sur lequel une page pourrait être consacrée aux réponses apportées, une preuve de l'intérêt que vous portez à ces visites de quartier afin qu'elles n'apparaissent pas comme une campagne de communication inutile puisque sans réponse, ou dans le magazine de la ville de Vitrolles. Merci Monsieur Borelli. Monsieur Sora, quelques éléments de réponse, s'il vous plaît. Monsieur Borelli, je vous remercie. On m'entend? Non. Je vous remercie de cette question qui a la vertu de me donner l'opportunité de mettre en lumière effectivement une action parfois méconnue de certains vitrolais et qui est pourtant centrale dans nos politiques de proximité. Comme vous le signalez dans votre question, il ne s'agit pas d'un simple déplacement du maire, mais d'une mobilisation de différents élus représentant chacun une délégation, ainsi que des directeurs de service et des techniciens. La visée étant de pouvoir répondre au mieux aux diverses interventions. Ce n'est donc pas un outil de communication, mais une organisation qui permet d'être au plus près des vitrolais en répondant aux problématiques qui touchent leur quotidien. Bien évidemment, nous partageons cette nécessité de transparence et d'apporter des réponses aux habitants. Aussi, je pense que vous n'avez pas exploré totalement le site de la ville, car nous le faisons déjà. Et ce, depuis la rentrée. Si vous vous rendez sur le site vitol13.fr à la rubrique S'impliquer et que vous sélectionnez Participation des habitants, vous verrez alors apparaître l'intitulé Visite de quartier. En cliquant dessus, vous tombez alors sur une carte représentant les différents quartiers. Vous pouvez alors cliquer sur le quartier qui vous intéresse et vous aurez tout le compte-rendu de cette réunion. Je vous confesserai deux choses. C'est vrai que ce n'est pas simple à trouver et nous allons voir comment établir un lien plus direct. Et deuxièmement, le terme de compte-rendu est assez discutable car en étant attentif au contenu, on s'aperçoit que ce n'est pas un simple rapport de doléances habitantes, mais bien un retour sur lesquels apparaissent non seulement les questions habitantes, mais aussi les réponses apportées par la municipalité. De toute évidence, certaines demandes exigent un temps long, des études de faisabilité, une budgétisation et de fait une réponse qui mettra plus de temps à arriver. En regardant de plus près, le fait que la plupart des demandes touchent le quotidien et ne nécessitent pas autant d'analyse, plus de 90% des demandes ont une réponse sur ce compte rendu. Pour les 10% restants, lorsque ça touche de l'aménagement, la réalisation bénéficie d'une publication sur les réseaux sociaux et d'une publication dans le MAG à la rubrique Vide quartier. Nous souscrivons à votre remarque sur la nécessité de moderniser le site internet et c'est pourquoi un projet de refonte complète de ce site est en cours actuellement. Votre question met en lumière le manque de visibilité de ces comptes rendus et nous allons nous attacher à les rendre plus visibles puisque nous les faisons. Ainsi, je vous renouvelle mes remerciements pour cette contribution à l'amélioration de nos politiques de proximité. Merci, Monsieur Sora. Monsieur Borelli. Il reconnaît que c'était très difficile de trouver des réponses auxquelles on cherchait, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes des vitrolais qui ne comprennent pas pourquoi on n'a pas. Alors, j'ai assisté à quelques réunions, il y a des fois aussi des questions qui sont assez stériles, je veux dire, couper la branche qui dépasse, ou le laurier rose qui passe sur le chemin, ou la bouille qui est tombée quand il a plu. Mais il y a des questions de fond qui sont très intéressantes, et même si vous ne pouvez pas les réaliser immédiatement, il serait bien que dans ce nouveau site que vous mettez en place, et dans cette page que vous avez créée il y a quelque temps, ce soit beaucoup plus lisible. Et bon, il y a des problématiques que vous pouvez faire de suite, et donc
d'autres échelonnés. Et ce serait bien d'informer les vitrolets que vous êtes intéressés à leur doléance et que quelque part vous arriverez ou pas à mettre en place ce doléance, quoi. Message reçu, Monsieur Borelli. Notre site internet est vraiment, enfin, le site internet est vraiment le bon outil pour pouvoir apporter l'information mise à jour sur ce type de questionnement. Notre site internet Ville de Vitrolles est désormais archaïque, avec des interfaces datées, et il n'est pas, comment dire, en phase avec les orientations municipales, que ce soit en matière d'implication citoyenne, de proximité, de transition écologique. Donc il y a, c'est pour ça que M. Sora a évoqué la mise à plat complète du site, un AMO pour nous aider à élaborer le programme de ce site internet est d'ores et déjà désigné, il est au travail auprès de nos équipes, et ça se traduira par un marché pour un nouveau site internet qui passera dans le courant de cette année 2022, qui est au budget de l'année 2022. Donc vos remarques sont tout à fait pertinentes et justes en la matière. J'ajoute tout de même que les modalités de retour vers les citoyens existent néanmoins sous d'autres formes, notamment ceux qui, à travers des corps constitués, d'associations, de CIQ, nous interpellent. On a en la matière des réunions régulières avec ces associations et une réunion bilan annuelle pour pouvoir faire le point sur l'ensemble des demandes et où on en est. On en avait une hier soir avec le CUQ des Pinchinades et on aura les autres prochainement pour faire le tour des CIQ et des associations existants. On a également le relais des associations de parents d'élèves, parce que souvent nos quartiers sont liés très fréquemment à une proximité d'école, et les parents d'élèves des écoles sont aussi des relais importants sur la question de la vie autour de l'école, et les conseils d'école sont des espaces de retour d'informations sur ce que nous faisons, sur ce que nous ne pouvons pas faire, etc. Donc voilà, il y a le site internet, il y a aussi d'autres relais, mais en tout cas, on est en phase pour dire que c'est aujourd'hui insuffisant et qu'il faut améliorer ces dispositifs. Je crois que le principe des visites de quartier, de la manière dont nous les organisons, est un principe utile et pertinent et qui trouve sa justesse. On a là quelques mois, puisqu'il n'y en a pas en hiver au vu de la durée courte des jours, on a quelques mois pour répondre favorablement à vos remarques. Merci Monsieur Borelli. La parole à Monsieur Ferral. Oui, Monsieur le maire, une petite question, très courte, très simple. Monsieur le maire, serez-vous présent à la mobilisation organisée par le collectif Stop Extension Aéroport Marseille-Provence à Marignane le 11 décembre à 14h? Merci. Alors, merci Monsieur Ferral. La question fait écho à une question qui avait tourné court lors de notre dernier conseil municipal, tant elle était polémique dans la manière dont l'avait posé votre collègue Monsieur Bossia, dont je regrette l'absence aujourd'hui, parce que c'est pour nous l'occasion d'évoquer ce sujet qui est un sujet important, et je vais dans un instant donner la parole à Monsieur Gardiol pour apporter des éléments complémentaires à ce que je vais vous dire. En ce qui me concerne, je ne serai pas présent sur cette manifestation, tout simplement parce que notre analyse, et c'est pas que notre analyse, c'est que la réalité des projets de l'aéroport aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit pas d'une extension capacitaire de l'aéroport, il s'agit d'une amélioration des conditions de fonctionnement de l'aéroport Marseille-Provence qui en a fortement besoin, et c'est ce qui avait prévalu un avis favorable de notre conseil sur l'enquête publique qui avait été enclenché, mais M. Gardiol en dira quelques mots. Pour autant, nous avons des réserves, et nous les formulerions si nous étions sollicités par une nouvelle enquête publique, sur une extension capacitaire de l'aéroport. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, et donc pour moi, maire de Vitrolles, je ne suis pas enclin à rejoindre ce mouvement. M. Gardiol, peut-être quelques éléments complémentaires. Oui, d'abord, rappeler que la manifestation du 11 décembre n'est pas une manifestation directement contre le projet d'extension, c'est une manifestation qui est organisée par les associations, si j'ai bien compris,
qui ont déposé un recours contre le permis de construire et qui protestent contre le fait que l'aéroport ait commencé les travaux sans attendre la réponse du tribunal administratif. Cela dit, il faut quand même un petit peu revenir en arrière et se rappeler d'abord que c'est un projet qui est maintenant ancien. On ne peut pas dire que ce soit une question d'actualité, puisque l'enquête publique était en septembre 2020, et que nous sommes en décembre 2021. Donc, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Rappelez aussi que ce projet global comportait 4 opérations. Il y avait l'extension du bâtiment qui a commencé, que l'aéroport appelle cœur d'aérogare. Il y avait la réfection d'un certain nombre de voies de circulation avion qu'on appelle les taxiways. Il y avait la construction d'une jetée d'embarquement et la création de nouveaux parkings avions. Et là, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le rapport du commissaire enquêteur. Oui, non, bon. Il fait 112 pages, je peux vous le passer si jamais vous n'avez pas eu la curiosité de le lire. Voilà ce que dit le commissaire enquêteur. Il dit, aujourd'hui, en raison de l'effondrement du trafic suite à la crise sanitaire, je vous rappelle que le trafic, selon les chiffres IATA, dans l'année 2020, par rapport à 2019, c'est moins 94%. Donc, de ce fait... je disais, en raison de l'effondrement du trafic suite à la crise sanitaire, seule la réalisation du cœur d'aérogare reste envisagée. De ce fait, le cœur d'aérogare pourrait être considéré, après la crise sanitaire, comme un projet sans lien avec les autres phases du projet d'ensemble, dont la réalisation devient maintenant hypothétique. Et le commissaire, dans son rapport, précise un peu plus loin, cette deuxième phase, donc les autres opérations dont je parlais, devaient initialement voir le jour en 2027, mais on le devine bien aujourd'hui, l'avenir est empreint de beaucoup d'incertitudes sur le secteur aérien, et cette extension de capacité, entre guillemets, a aujourd'hui peu de chances de voir le jour avant 10 à 15 ans. Donc il est clair que nous nous sommes prononcés, et le maire de Vitrolles s'est prononcé, sur les questions qui se posent aujourd'hui, et pas sur celles qui, hypothétiquement, se poseront dans 15 ans. Cela étant dit, les travaux ont commencé, donc c'est vrai que manifester contre un projet dont les travaux ont commencé depuis 3 mois n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Et il faut quand même noter, c'est important, que les 3 autres projets, si jamais ils venaient un jour à redevenir d'actualité, feraient l'objet d'un nouvel avis de l'autorité environnementale et d'une nouvelle enquête publique. Cela dit, et pour finir là-dessus, nous ne sommes pas restés sans rien faire. Le 7 octobre 2020, j'ai reçu, à la demande du maire de Vitrolles, l'association Alternativa, qui est en pointe, vous le savez, sur cette question-là, notamment Madame Charlène Fleury, qui est une de ses porte-paroles, qui nous a fait 2 demandes. Elle nous a demandé, d'abord, elle était contente qu'on les reçoive, parce qu'elle a fait plusieurs demandes des communes riveraines, et à cette époque-là, il n'y a que Vitrolles qui y avait répondu. Elle nous a demandé d'abord de faire de la publicité pour l'enquête publique en la mettant en exergue, on va dire, sur le site de la ville, ce que nous avons fait. Et elle a demandé au maire de Vitrolles de faire une intervention auprès du commissaire enquêteur et du préfet pour que l'enquête publique soit prolongée de 2 semaines. Ce qui a été fait le 9 octobre. Donc le 7, la demande d'Alternativa. Le 9 octobre, j'ai la lettre sous les yeux, une lettre de M. Gachon demandant au préfet d'augmenter la durée de l'enquête publique. J'ai aussi à votre disposition le message de remerciement de l'association Alternativa. Troisième chose, Alternativa, Madame Fleury m'a recontacté quelques temps plus tard parce que, pour des raisons que je n'ai pas précisées, il n'arrivait pas à avoir le rapport du commissaire enquêteur. Grâce au service de la ville, j'ai pu me procurer ce rapport et le transférer et le transmettre à Alternativa. Voilà. Donc, soyons clairs, la situation aujourd'hui du transport aérien, c'est qu'en 2019, année post-Covid, l'aéroport à Marseille-Provence passait la barre des 10 millions de passagers. En 2020, ils ont fait moins de 3,5 millions de passagers, et en 2021, ils espèrent, entre guillemets, passer 4 millions de passagers. Donc, chacun comprend bien qu'aujourd'hui, la position de la ville de Vitrolles s'inscrit pleinement dans la réalité du moment, et la réalité du transport aérien, qu'on s'en félicite ou qu'on s'en plaigne, n'est quand même pas très reluisante. J'ajoute que la position que le maire a exprimée dans la Provence notamment, disait en gros qu'il était normal que l'aéroport se restructure pour mieux accueillir ses passagers, mais que nous exprimions d'importantes réserves sur les autres phases du projet en termes d'impact environnemental et d'opportunités par rapport à l'évolution du trafic post-Covid.
Je rajoute pour finir que ces réserves s'appuyaient sur les remarques du Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui expliquait que si l'ensemble du projet se réalisait sur la base des données de trafic retenues avant la crise sanitaire, ce qui malheureusement n'arrivera pas, des mesures de compensation devraient être mises en place concernant les risques sanitaires, la qualité de l'air et le bruit, les émissions de gaz à effet de serre, ces dernières devant être calées sur la trajectoire vers la neutralité carbone à l'horizon 2005. Donc c'est exactement cet équilibre que la position de la ville essaye de prendre, à la fois la réalité actuelle du transport aérien, et à la fois, si jamais le transport aérien revenait d'ici 10 à 15 ans à un volume significatif, il faudrait prendre en compte les remarques du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Si Monsieur Gardiol, des éléments complémentaires, Monsieur Ferral? Oui, ben écoutez, tout simplement merci Monsieur Gardiol pour vos informations. Cependant, ce n'était pas le sens de ma question. Si c'était pour répondre à Monsieur Bocchia, ben vous le ferez quand il sera présent. Moi, ma question a été simplement adressée à Monsieur le maire, que j'ai pu voir sur une mobilisation à Marignane, et ça m'a fait plaisir, ainsi que d'autres élus. C'était que ça. Je suis ravi que ça vous ait fait plaisir. Les questions sont diamétralement différentes quand même. La question à Marignane, il s'agissait d'une manifestation en amont de l'installation d'un projet sur Marignane d'implantation d'une usine potentiellement polluante, pour laquelle le maire de Marignane m'a demandé mon soutien et le soutien de la ville de Vitrolles. Monsieur Saraoui, Monsieur Renaudin étaient présents lors des réunions préalables. Je crois que c'était à Gignac. Et il était naturel que la ville poursuive dans ce soutien à cette mobilisation, parce que l'étang de Berre, et l'est de l'étang de Berre tout singulièrement, n'est pas condamné à accueillir toutes les entreprises potentiellement polluantes de la métropole ou du sud de la France. On est en amont d'un projet, on s'est exprimé, on est cohérent sur notre expression. Concernant l'aéroport, nous sommes exprimés plusieurs fois. Nous l'avons fait à travers l'enquête publique. J'ai reçu le commissaire enquêteur. Monsieur Gardiol a rappelé quelles étaient nos positions. Et faute de répondre à Monsieur Bossia, c'est à vous qu'on répond, Monsieur Ferral, puisque votre question demandait si j'y allais. Je vous dis non, j'y vais pas, et on vous dit pourquoi on n'y va pas. Il se trouve que c'est les mêmes réponses qu'on aurait pu faire à la question de M. Bossia si elle avait été posée correctement et courtoisement au dernier conseil. Donc on vous répond complètement. Nous n'y allons pas parce que ce projet est décidé, est acté, est en cours de construction, et que la manière dont il se déploie est parfaitement conforme aux remarques que nous avons formulées, nous, auprès du commissaire enquêteur. Je crois, je sais, que concernant la population vitrolaise, et y compris les responsables politiques, qui se préoccupent aujourd'hui beaucoup de transport aérien, il n'a été mentionné aucune remarque auprès du commissaire enquêteur sur cette enquête publique sur extension de l'aéroport. Donc nous faisons notre travail, nous ne donnons pas de leçons, et on ne parle pas de quelque chose qui est très loin dans le temps. On parle d'une enquête publique en 2020. Donc, voilà, l'information est complète, notre position est cohérente. Non, nous n'irons pas à cette manifestation parce que nous ne voyons pas d'objection à ce que le cœur d'aérogare se construise, parce qu'il est une amélioration du service dont l'aéroport, pour son fonctionnement normal, a besoin. C'est notre position depuis le premier jour, et elle continue à l'être aujourd'hui. Madame Sahin, vous avez la parole sur vos questions. Ça arrive. Redressez un peu le micro, je pense que ça devrait marcher. Vas-y. Ah non, il ne marche pas votre micro apparemment. 1, 2. Oui. Non, je vous invite à prendre celui de M. Ferral ou celui d'à côté, parce que visiblement ce micro a une défaillance. Qui a... Alors, celui de M. Bossia, c'est possible que tu... Non, prenez celui de M. Ferral si ça ne vous dérange pas. Parce que M. Bossia étant absent, il n'a pas la parole. Allez-y. Ah oui, c'est mieux là. Avec nos excuses.
il n'y a pas de souci. Monsieur le maire, si vous le souhaitiez, je pourrais vous rappeler en détail les méthodes cruelles de gavage des oies et des canards à l'aide d'un tube en métal directement introduit dans l'estomac, mais je préfère à la limite mettre l'étude de L214 à ce sujet à votre disposition. Aujourd'hui, nous souhaitons que la décision soit prise de bannir définitivement le foie gras dans les réceptions officielles et les restaurations municipales de la ville de Vitrolles, et que cette décision soit clairement formalisée dans les cahiers des charges de commande publique. Monsieur le maire, pouvez-vous vous y engager? En effet, un tel engagement de votre part, en totale adéquation avec la charte L214 que vous avez signée, représenterait un grand pas en faveur de la cause animale, le foie gras étant l'un des symboles de la cruauté infligée aux oiseaux de France. La souffrance animale ne peut être un mets de fait, or il existe des alternatives. Merci Mme Sain. Madame Michel. Oui. Madame Sain, puisque vous parlez d'engagement en faveur de la cause animale, le mois dernier, le gouvernement a voté la loi contre la maltraitance animale. C'est un début, certes. On y trouve certains sujets qui nous tiennent à cœur. Mais c'est très insuffisant. On le sait et vous le savez aussi. Rien sur la biodiversité qui s'effondre, rien sur la chasse, rien sur la corrida, rien sur l'élevage intensif qui aurait pu être l'occasion de parler justement du gavage des oies et des canards et d'ouvrir un véritable débat au niveau national. Car oui, il y a sûrement des alternatives. Notre rôle à nous, élus à la ville, ce n'est pas d'avoir des postures politiques, de faire des effets d'annonce qui nous dépassent et que nous ne maîtrisons pas. C'est surtout ce que je voulais dire. Il n'y a pas de foie gras servi à la restauration scolaire. Il n'y en a eu que très occasionnellement dans nos apéritifs buffets, servis par la municipalité. Ce qui, vous l'aurez compris, ne représente qu'une toute petite part de la consommation de foie gras en France. Nous avons mis en place, concernant la protection animale, des mesures concrètes et volontaristes en faveur des animaux, qui celles-ci nous engagent vis-à-vis des Vitrolais et de notre ville. Dans notre cahier des charges, concernant la restauration scolaire, nous avons intégré le bien-être animal, en excluant les produits issus de l'élevage intensif, en cessant de s'approvisionner auprès des abattoirs pratiquant l'étouffement, en augmentant la protéine végétale, repas végétarien pour ceux qui le désirent et un repas végétarien par semaine pour tous. Ainsi, nous concourons à l'éducation de nos enfants sur le fait de pouvoir très bien se nourrir en mangeant moins de viande ou pas du tout. Aujourd'hui, nous avons 2 associations protection animale subventionnées avec qui nous collaborons et avec qui nous avons installé un dialogue. Nous avons organisé une campagne de stérilisation des chats avec 30 millions d'amis que nous allons renouveler en 2022. Nous avons voté 2 conventions pour les chats errants, nous l'avons vu aujourd'hui même. L'interdiction des cirques avec les animaux sauvages sur la commune, et on va en parler tout à l'heure. Bientôt un programme chat Tipeee pour offrir des abris aux chats. Un partenariat avec la EPO pour en sensibiliser les enfants à la protection des oiseaux, mais aussi toute la faune constituant notre biodiversité. Eh bien, c'est ça que nous, élus ici, nous devons agir pour la ville et pour les Vitrolais. Donc le foie gras, ok, mais pour l'instant, le sujet n'est pas mûr ni au gouvernement, ni nulle part. Donc voilà notre position, mais ce n'est pas nous qui allons changer la cour des choses. Madame Sain, vous voulez réagir? Il faut reprendre le micro, monsieur. C'est bon. C'est quand même aberrant qu'à chaque fois que je parle de conditions animales, on me parle de posture. Je veux dire, c'est quand même fou ça. Je vous parle juste d'une prise de position pour interdire le foie gras dans les dîners ou les cocktails officiels et la restauration municipale, et on me parle de posture. Elle est où la posture là? Je suis pas une imposture. Je sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment vous pouvez parler de posture
Quand je vous parle de conditions animales, je ne vous ai pas demandé en détail ce que vous faisiez pour la condition animale. Je le sais ce que vous faites. Je le sais. Je vous ai juste posé une question. Très bien. Est-ce que vous pouvez bannir le foie gras des cocktails? Point barre. Ou est-ce que dans les décrets nationaux, je veux dire, ça concerne la ville de Vitrolles? Non. Ça concerne la SACEM de Santa Cruz. Désolé. Alors, s'il vous plaît, c'est un sujet, Madame Sahin, là où ça relève de la posture et qu'on ne se méprenne pas sur le propos, c'est qu'à un moment, il n'y a pas un sujet qui soit déjà traité, que vous enfourchez un autre sujet en essayant de nous mettre sur la table comme un piège. Et demain, vous nous poserez, ou après-demain, vous nous poserez un autre sujet, considérant qu'on a toujours une marge de progression. Et vous avez raison, en la matière, on a toujours une marge de progression. Ce qui nous amène Madame Michel à utiliser ce terme de posture, c'est que malgré les efforts consentis, réalisés, vous passez par perte et profit la question de notre nouvelle DSP de restauration. Vous avez même, je ne sais plus si vous avez voté contre ou vous êtes abstenu, il me semble que vous avez voté contre, pour un autre sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on pose des sujets sur la table, on avance sur les sujets que vous nous mettez sur la table, et on n'a pas plutôt avancé que vous nous dites non, c'est pas suffisant, c'est pas le sujet, vous nous en posez un autre. Et là, vous continuez avec le sujet du foie gras. Mais comprenez, Madame Sahin, que vous pouvez poser les sujets que vous voulez sur la table. Nous, on avance sur la question de la protection animale en fonction des sujets qui nous paraissent stratégiquement prioritaires pour Vitrolles et pour les Vitrolais. Oui, le foie gras est un sujet, indiscutablement. C'est un sujet national, c'est un sujet... Mais Madame Michel vous a répondu factuellement, il n'y a pas de foie gras dans notre délégation de service public restauration, et c'est un mais, on va dire, extrêmement marginal dans les cocktails qui sont organisés sur la ville. On peut enfourcher ça, mais est-ce que franchement, en termes de protection animale pour Vitrolles et à Vitrolles, c'est le sujet prioritaire? Notre conviction, c'est que si on vous suit, on va parler de ça, on va parler que de ça, et on va donner le sentiment qu'on se paye de mots, que sur la protection animale, on fait le foie gras. Mais franchement, on va faire rigoler les gens à Vitrolles, parce que ce n'est pas un sujet prioritaire à Vitrolles. On a tout un tas de sujets à traiter. Et c'est pour ça que Mme Michel refaisait le point sur un certain nombre de sujets stratégiques. Et vous voulez nous embarquer en disant que ça serait un symbole de notre politique en matière de protection animale? Non, on refuse de faire de ce sujet-là, qui est un tout petit sujet en quantité à Vitrolles, un élément symbole de notre politique de protection animale. Et si ça ne pas, Madame, c'est pas grave, de toute façon, sur tous les points, vous avez voté contre. Et quand vous n'avez pas voté contre, vous avez été attendu juste après. On va y revenir sur la deuxième question. Madame Sahin, vous avez la parole sur votre deuxième question. Excusez-moi, je vais reprendre, si vous le permettez, Monsieur le maire. Madame Sahin vous a posé une question, elle a posé une question à l'ensemble des élus. Et vous avez répondu, c'était juste ça. Voilà. Merci pour votre réponse. Merci. Je vous remercie. Le débat est clos sur la question du foie gras. Madame Sahin, vous avez la parole sur la question suivante. Monsieur le maire, le mois dernier, un cirque avec animaux sauvages s'est impunément installé sur notre commune, malgré un arrêté municipal passé en délibéré début 2020. Certes, la gestion de ce type de crise face à des circassiens sans foi ni loi et déterminés n'est pas facile et nous vous le concédons. Dans un premier temps d'ailleurs, vous avez reçu notre total soutien. Cependant, quelques questions subsistent. Les circassiens mettent en avant l'illégalité de l'arrêté municipal. Pouvez-vous nous éclairer davantage sur ce point? Deuxièmement, d'autre part, au-delà de cet arrêté, des exactions ont été commises de la part des circassiens. Blocage de la ville, affichage sauvage, pollution visuelle et sonore, engendrant ainsi d'importants désagréments auprès de nos concitoyens. Quelles suites ont donc été données? Y a-t-il eu des interpellations, des contraventions, un rappel à l'ordre?
ou les circassiens ont-ils pu œuvrer dans ce chaos en toute impunité? Enfin, dernier point, et pas des moindres, dans un de vos communiqués officiels, Monsieur le maire, vous avez affirmé, je cite, que la municipalité tient à préciser qu'elle ne met en aucun cas, qu'elle ne met pas en cause le respect par le cirque franco-belge de la loi en vigueur sur la détention des animaux sauvages et ne doute pas des bons soins et de l'affection apportés aux animaux par les soigneurs. Monsieur le maire, sur quoi vous basez-vous donc pour être aussi affirmatif? Est-ce sur une commission de contrôle, une commission de sécurité ou de simples propos échangés avec les circassiens? Le cirque franco-belge est un des pires de la sorte. Des associations nationales telles PETA, PAZ, L214, One Voice ont enquêté depuis des années sur les conditions de maintenance dans ce type de cirque et tout particulièrement dans ce cirque. Et les résultats d'enquête sont sans appel. Une fois encore, je vous ferai grâce des détails de maintenance sur le cirque franco-belge. Mais je ne peux entendre que le cirque franco-belge respecte la loi en vigueur sur la détention des animaux sauvages et qu'ils aiment leurs animaux. Car c'est faux. Quand on respecte la loi, on se doit de respecter toutes les lois. Et quand on aime ces animaux, on ne leur fait pas subir de telles souffrances. Merci Madame Michel à nouveau. Je sais que je ne vais pas encore vous faire plaisir, tant pis. On parlait tout à l'heure de posture. Eh bien, c'est exactement ce que je vais vous reprocher une nouvelle fois sur l'épisode du cirque. Vous voulez faire croire aux vitrolés que le maire aurait trouvé des circonstances atténuantes aux circassiens qui sont venus s'installer illicitement sur le territoire communal. Mais les vitrolés ne sont pas dupes. C'est eux qui étaient coincés pendant plusieurs heures dans les embouteillages. Et ils ont bien compris combien les circassiens en voulaient à la municipalité et au maire. Ce n'est pas parce qu'on les avait bien accueillis qu'ils ont à 2 reprises bloqué la ville de Vitrolles. Et pas celle d'à côté, de ville. Je dois dire que malgré tout ça, eh bien, les vitroliers nous ont plutôt soutenus et félicités. Le maire a fait plusieurs interventions pour expliquer notre décision d'interdire les cirques avec les animaux sauvages. Notre délibération est valable. Vous le savez, car le cabinet du maire et moi-même, nous vous avons à plusieurs reprises dit que nous avons envoyé la police municipale plusieurs fois, qu'il y a eu des procès-verbaux dressés, les affiches ont été retirées. J'en ai retiré moi-même. Ça n'a pas servi à grand-chose, mais ça m'a fait du bien. Vous savez aussi que le cirque Muller s'est installé sur un terrain appartenant à l'État. Franco-belge. Ouais. Oui, c'est Muller, aussi la famille Muller, franco-belge, s'est installé sur un terrain appartenant à l'État, et que c'est à la préfecture qui, ayant donné l'autorisation de faire les contrôles nécessaires. Moi, j'en dirai pas plus sur le cirque, parce que je ne veux pas reprendre ce que monsieur le maire a dit, mais bon, je pense aussi, chaque fois qu'on fait quelque chose, de toute façon, ça ne va pas. Il y a toujours quelque chose. Vous avez fait une manifestation et vous êtes réunis entre vous, hein, parce que les vitrolés, vous ont bien compris la manifestation, j'y étais. Bon, bref, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas être médisante. Vous avez fait une manifestation et vous avez sans cesse le merci, il a fait ça, il a fait ça. Voilà, ça en est assez. Moi franchement, je peux plus vous croire, je vais avoir du mal à travailler avec vous. Je suis désolée. Madame Sahin. Moi, j'attendais la réponse de monsieur le maire. Monsieur le maire, sur vos propos. Vous permettrez, Madame Sahin, que les élus qui ont délégation du maire et qui sont en la matière plénipotentaires vous répondent sur les dossiers qui les concernent. Après, je me suis rarement dérobé aux questions qui me sont adressées, et que ce soit sur un sujet ou sur un autre, y compris les plus complexes, j'ai jamais fui mes responsabilités. Vous me posez directement la question, mais je vais vous répondre, tranquillement et sereinement, y compris sur mes propos. Et j'ai d'ailleurs répondu aux gens qui m'ont questionné sur ces propos. Mais avant ça, dans votre question, il y a 3 points. Le point de mes propos n'est que le 3e. Je voudrais juste vous rappeler 2 choses. La première, c'est que nous n'avons pas d'arrêté municipal.
nous avons une délibération cadre. Délibération cadre qui nous amène, à chaque fois que nous sommes sollicités pour l'installation d'un cirque, à nous assurer qu'il n'est pas détenteur d'animaux sauvages, et à chaque fois que nous avons le soupçon d'installation d'un cirque détenteur d'animaux sauvages sur la commune, à prendre les devants comme nous l'avons fait en l'occurrence. Délibération cadre qui n'a pas été attaquée, enfin qui a été attaquée mais qui est aujourd'hui valable, passer le contrôle de légalité, on verra comment elle vit sa vie, qui nous amènerait à produire éventuellement des arrêtés, mais les arrêtés servent à installer et à autoriser. Et à installer ou à autoriser d'éventuels cirques sans animaux sauvages, puisque notre délibération le prévoit. Deuxième chose, donc notre délibération n'est pas illégale, et il n'y a pas d'arrêté produit sur la base de cette délibération, parce que nous n'en avons pas besoin. Deuxième chose, il n'y a pas d'arrêté non plus, autre, il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas d'acte, ni de la ville, ni de personne, ayant autorisé le cirque franco-belge à s'installer sur la commune. Le cirque franco-belge s'est installé sur la commune tout seul, sans autorisation de quiconque. Pas plus de la préfecture. Ils, adroitement, font passer leur autorisation d'exercer comme une autorisation d'installation. Et ils ont joué à ça à chaque fois qu'on s'est rencontrés en disant une autorisation de la préfecture. Ils ont une autorisation préfectorale d'exercer, mais ils n'ont absolument pas une autorisation d'installation sur le territoire communal, ni plus sur cette parcelle. Ça nous a amené d'ailleurs à mettre un focus sur cette parcelle, que l'État subitement nous a attribué à tort, en disant « mais si vous êtes chez vous », en fait, nous ne sommes toujours pas chez nous sur cette parcelle, c'est une parcelle qui est une dépendance de l'autoroute, mais peut-être que ça va accélérer la régularisation de ce secteur en termes fonciers. Sur la question de notre attitude lors de l'installation de ce cirque. Donc je vous ai dit qu'on avait traité avant, le cirque est arrivé quand même. Nous avons immédiatement envoyé la police municipale prendre contact et leur signifier qu'ils n'étaient pas les bienvenus sur Vitrolles. Ils n'en ont pas fait cas et ils ont commencé leur campagne d'affichage. Nous avons à ce moment-là demandé dans un premier temps le retrait des affichages, puis dressé procès-verbal pour affichage illégal, puis démonter un certain nombre d'affichages, ce qui nous a valu un premier épisode de grande tension entre nos agents et les personnels du cirque en question. Il y a eu, vous l'avez dit, à la suite de la manifestation, des dégradations, des incivilités qui ont été commises. Elle relève, là pour le coup, de la présence de la police nationale qui était au cœur de la gestion de cette manifestation. Et si la police nationale a procédé à des interpellations ou à des procès-verbaux ou à je ne sais quoi, je n'ai pas connaissance, et je n'ai pas à avoir connaissance des actes posés par la police nationale qui ont été à ce moment-là transmis au parquet et que je n'ai pas à connaître. Voilà pour la deuxième question. Pour la dernière, mes propos et les propos tenus. D'abord, vous oubliez dans votre citation du communiqué de la ville de Vitrolles la fin. La dernière partie du communiqué et qui est, somme toute, la plus importante. Pour autant, la ville s'attache à respecter les engagements votés à l'unanimité de son assemblée délibérante et restera ouverte à l'accueil de cirques qui auront fait évoluer leurs pratiques dans le sens de la proposition de loi sur la protection animale. C'est ma conclusion. Sous-entendu, ou en tout cas c'est pas sous-entendu, il n'y a pas de volonté, il n'y a toujours pas de volonté d'accueil de ce type de cirque. Pourquoi alors le paragraphe précédent? À un moment, vous ne pouvez pas imaginer que le maire de Vitrolles, qui s'appelle Loïc Gachon, ou le maire de n'importe quelle ville, ait les moyens réglementaires et juridiques pour aller contrôler un cirque dont détenteur d'animaux sauvages. C'est une compétence qui échappe totalement au maire. Et dans les discussions, et qui relève, là pour le coup, de la préfecture, des services vétérinaires et autres, et ces services-là, préfectoraux, vétérinaires, n'ont pas à rendre compte au maire de la réalité de ce qui se passe dans le cirque. On peut le regretter, mais la loi est ainsi faite.
Et je l'ai déjà dit aujourd'hui, au cours de cette assemblée, je suis rigoureusement un légaliste. Je suis un républicain sourcilleux. La loi de la République, le fonctionnement de la République, tant qu'il sera dans le respect des valeurs démocratiques et des institutions, est une loi qui s'applique et que je m'applique. Dès lors, si je reviens au sujet, je n'ai pas à connaître de la réalité de ce qui se passe à l'intérieur du cirque. Et si ce cirque a une autorisation d'exercer, des certificats de capacité pour détenir les animaux qu'il détient, je ne peux pas de la légalité. Si vous avez connaissance d'un problème de légalité concernant le cirque en question, parce que vous y êtes allé, parce que vous avez vu quelque chose de particulier, il vous appartient à vous de le dénoncer. Mais pour ce qui me concerne, je n'ai pas à connaître ce qu'il se passe de l'intérieur du cirque. La position que nous avons prise est une position de principe, qui ne souffre pas de dérogation. Mais je ne peux pas, moi, stigmatiser tel ou tel cirque, considérer que monsieur machin, gestionnaire du cirque, il aime ou pas ses animaux. On rentre dans une logique de valeur, de détail, de cas particulier, qui n'est pas la position de la ville. La question n'est pas de savoir si le cirque franco-belge traite bien ou non ses animaux. Ça n'est pas notre sujet. La question n'est pas de savoir si le dresseur du cirque franco-belge aime ou non ses tigres. Ça ne doit pas rentrer en considération. Ça voudrait dire sinon qu'on tolère un cirque qui traite très bien ses animaux. La réalité, c'est que comme je n'ai pas à connaître ça, comme ils ont tous les certificats de capacité et les autorisations concernant la détention d'animaux sauvages, en tout cas c'est ce qu'ils prétendent, je considère dès lors qu'ils sont dans la légalité. Vous êtes légaux, on ne vous veut pas plus. Et c'est ça mon message à travers ce texte. Et vous déclarez aimer vos animaux, très bien. L'amour, ça se chiffre comment ? Vous avez des amoureux des oiseaux qui sont aussi chasseurs. Mon grand-père d'agneaux, il adorait ses bêtes. Mais il savait aussi les abattre. Et je pense que quand il les abattait, ça ne faisait pas forcément du bien. Cette considération-là, si on le vient sur le champ de l'affect, mais on rentre dans un domaine qui n'est plus politique, où on ne peut plus rien trancher. Donc, en disant, d'une part, que je ne mets pas en respect de la loi en vigueur sur la détention d'animaux sauvages. Non, je ne le mets pas en cause, parce que je n'ai aucun moyen de le mettre en cause. Et que ce n'est pas ça le sujet. Deuxièmement, je ne doute pas de l'affection des animaux par leurs soigneurs. Comment en douter? Quel élément pour en douter? Je le déclare. Dernier point. Pardon, non, c'est les propos que j'ai tenus. C'est les propos que j'ai tenus, et derrière ce constat-là, et même n'en doutant pas, ni de la légalité, ni du bon soin aux animaux sauvages, je maintiens la position de la ville. La position de la ville, c'est non. Vous êtes légaux, c'est non quand même. Vous aimez vos animaux, c'est non quand même. Et là, vous êtes en procès, mais vous ne trouvez pas que c'est une posture? C'est une posture, même si le mot vous gêne, même s'il vous embarrasse, et venir manifester non pas contre le cirque, mais contre le maire, parce que c'est ce que vous avez fait. Même venir dénoncer ce petit paragraphe là, parce qu'il vous gêne, mais vous n'en avez pas compris le sens, visiblement. Donc non seulement ce paragraphe, je le maintiens et je l'assume, parce que la position de la ville que nous avons ne souffre pas de bémol, ne saurait rentrer en considération
cas particulier. Ah oui, ça tourne à l'envers de ce que vous aviez pensé. Absolument mais pourtant, pas. c'est totalement une proposition. Et on continuera à la maintenir. Quoi qu'il en coûte, et quoi qu'il vous en dérive, de manifester votre indignation sur des sujets, ma foi, où vous auriez pu vous en passer. Mesdames, Messieurs, la séance est levée. Merci beaucoup. Et bonne fin d'année à tous.